Salam alaikum, Azul, bonsoir. Les événements semblent réellement s'accélérer, malgré le blackout intégral du régime sur tout ce qui se passe en son sein, à son sommet. Une bulle d'acier d'où rien ne filtre, absolument rien. Pas même sur l'état du président Tebboune, pas même sur les actions en profondeur qui sont sur le point de s'ébranler et qui vont pourtant être décisives pour l'avenir du pays. Rien. Comme si les Algériens n'étaient pas concernés de ce qui les concerne en premier chef, pourtant. Ceux qui ont fait main basse sur le pouvoir et qui ont capté toutes les prérogatives de ces pseudo-institutions, qui ne sont qu'autant de coquilles vides et de piètres artifices, croient qu'il suffit de continuer à anesthésier l'opinion publique, de la tromper sur ses dures réalités, de lui cacher les très sombres perspectives qui sont pourtant déjà là et dont les effets ont déjà commencé à se faire ressentir sur le dur quotidien de millions de gens qui ont basculé du jour au lendemain dans la précarité et chaque jour un peu plus dans la misère. La situation est très inquiétante. Un pouvoir en déshérence, une vacuité épaisse et une impéritie dans tous les domaines de la pratique publique. Un président très malade qui a remplacé un grabataire. Un président qui s'est distingué par le mensonge grossier et dont on ne sait rien sur son état de santé puisque le régime ne nous dit rien sur cette question, si ce n'est avec les mêmes méthodes que du temps de Bouteflika, comme celle, entre autres, de nous le montrer en train de recevoir des personnalités politiques qui sont dans le giron du système et qui savent si bien nous rassurer sur l'état de leur frère Fahamatou, qui les a reçus et avec lequel ils ont très utilement échangé sur des sujets aussi variés que très importants, etc., etc. Pourtant, malgré l'omerta, déclinée en mode de communication, l'état de santé de Tebboune est désormais un secret de polichinelle. Tout le monde sait qu'il ne va pas bien. Et tout le monde sait qu'il est sur le départ. La mise sur rail de Saleh Goujil, bombardé en catastrophe président en titre du Conseil de la Nation, pour pouvoir, le cas échéant, remplacer Tebboune au pied levé et convoquer le corps électoral, laisse augurer ce que le régime fait pour nous cacher, tout ce qu'il fait pour nous le cacher. Des préparatifs sont en cours, encore une fois, à l'insu du peuple algérien, pour le mettre, encore une fois, face au fait accompli. Encore une fois, c'est la gérontocratie militaire qui va décider de l'avenir de la nation, qui va décider de demain, de qui sera le président qu'elle choisira, bien sûr, soigneusement parmi ses nervis les plus soumis. Encore une fois, cette même gérontocratie va procéder à un non-fumage généralisé pour nous fourguer le cadeau empoisonné. Tout ça pour dire que rien n'a changé dans les méthodes de ce système. Et pour dire aussi que ce même système ne pourra pas changer. Il ne peut pas fonctionner différemment. Ce n'est pas dans sa nature. Et s'il le fait, ce ne sera qu'en apparence, en recourant à des dehors trompeurs, des oripeaux qui laisseront croire aux plus naïfs à ce qui n'est pas. On dit même que les généraux, y compris ceux qui sont à la retraite, comme Zar et Tawfiq,
ont droit au chapitre sur la feuille de route qui se concocte maintenant en catimini. Et on dit même qu'une conférence nationale, entre guillemets bien sûr, serait en gestation. Une autre en tourloupe qui tentera de faire croire à une transition en marche, s'il vous plaît, à une large consultation, mais où ne seront admis que les relais habituels, la pseudo-opposition et quelques figures du Hirak qui se laisseront circonvenir pour mieux donner le change. En tous les cas, et l'un dans l'autre, l'oligarchie militaire a vocation à rater tout ce qu'elle entreprend. Parce qu'on ne s'improvise pas démocrate quand on refuse de restituer le pouvoir au peuple. Tout ce qu'elle proposera, cette oligarchie militaire, sera frappé du sceau de la mystification et de la dissimulation. Et ce ne seront pas ses habituels porte-voix, ni son habituelle pseudo-opposition qui pourrait donner le change. À plus forte raison que les sombres lendemains économiques vont être autant de réveils douloureux. Ce n'est plus le système qui va au mur, mais le mur qui vient à lui, inexorablement et à tombeau ouvert. كان يا ما كان بدي شرا من زمان سيستم الطغيان ومخرج يا إنسان كان يا ما كان بالحراك والبيان خرجوا الشجعان وغطاو جبال وطرقان كان يا ما كان بدي شرا من زمان سيستم الطغيان ومخرج يا إنسان كان يا ما كان بالحراك والبيان خرجوا الشجعان وغطاو جبال وطرقان On sortira des mosquées, des stades, des départs, des quartiers huppés, y'a de toutes parts. On viendra femmes et enfants, même les vieillards. Main dans la main de l'étranger, de Chara et de Voile. Sur les ciels étoilés, j'écris ton nom. Sur les mers apaisées, j'écris ton nom. Sur les déserts assoiffés, j'écris ton nom. Sur les bateaux coulés, j'écris ton nom. رانا خارجين من الجوامع لي ستاد ولي بار خارجين من الحومة سيتي ولي كار رانا خارجين من الجوامع لي ستاد ولي بار مع ولاد الحومة لي سيتي ولي كار رانا جايين نساو دراري جايين ما من الكبار اللي يد في اليد من ليترونجي ودشرا ودوار رانا جايين نساو دراري جايين ما من الكبار اللي يد في اليد ليترونجي ودشرا ودوار رانا جايين رانا معولين رانا راجعين نرجعوا حقنا اللي ضاع رانا جايين رانا معولين رانا راجعين نرجعوا حقنا اللي ضاع اكتب اسمك كتزاير بنجوم السما ويكتبوا حتى فوق رمال الصحراء باسم الحراق اللي غرق في قاع البحر والمسجون اللي عياتو الدنيا والمسجون اللي عياتو الدنيا لا 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 Algérie, un seul recours à la débâcle, le Hirak. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai ici avec moi Nordin Aoussat, écrivain, conférencier. Nordin Aoussat, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation, Sidi Jamaldine. Merci. Saïd Aknin, militant politique, juste pour ne pas dire autre chose, hirakiste très connu sur la place de Paris.
Saïd Aknin, merci d'être avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation, Djemeldine. Pour autre chose, je suis juste un enfant du peuple, ça me suffit. Ah ben, il n'y a pas mieux d'être un enfant du peuple. C'est déjà un grand honneur. Avec nous depuis Mostaranem, Aziz Mouatz, universitaire, journaliste, auteur. Aziz Mouatz, merci d'être avec nous. Merci à vous aussi, Djemeldine. Merci beaucoup. Alors, avant de commencer, j'aimerais rendre un hommage à la mémoire de Brahim Belmahi de la wilaya de Chlef, Khouna. Nous allons voir sa photo. Il se rendait de Chlef à Alger pour le Hirak. Et il est décédé au chemin du retour, lundi dernier. D'une crise cardiaque. Maître Gilbo, ce cœur où il y avait l'Algérie. Certainement. Maître Birahmou. Dommage qu'on n'ait pas vu la photo. On n'a pas la photo? Ah, d'accord. Très bien. Alors, nous allons regarder la photo de Sibrahim Rabbi Rahmou tout à l'heure. Le voilà, Sibrahim. Ouais. Rabbi Rahmou, alors, nous allons essayer de parler aujourd'hui de deux aspects. D'abord, de ce qui est en train de se passer sur la scène politique algérienne, où rien ne filtre, d'où rien ne filtre. C'est une bulle d'acier, c'est une bulle plombée. Et alors que la situation est gravissime, l'état de santé de Tebboune, dont on dit qu'il est au plus mal, des négociations entre les membres de la junte ou de la gérontocratie militaire pour la suite des événements, un président du Sénat qui vient d'être plébiscité, donc parce qu'un vice-président du Sénat ne peut pas remplacer le président en titre si jamais s'il décède ou s'il est démissionné. Et donc, et aussi une dynamique que ce régime serait en train de préparer, parce qu'il a vu que le Hirak est revenu comme si de rien ne s'était passé, malgré cette subversion, toutes ces méthodes pour diviser les Algériens. Il a suffi de la date de la commémoration pour que le Hirak revienne par la grande porte. Ce vendredi passé et mardi, nous avons vu comment il est revenu. Et ce régime, donc, a compris qu'il va lui falloir aller à une transition, sauf qu'il veut aller à la transition vue par lui. Nous allons essayer d'en parler. Et donc, nous parlerons du Hirak, de ce qu'il est devenu, comment il est revenu, et ce qu'il va être, et ce que vont être ses perspectives. Alors, Nourdine Aoussat, sur d'abord la situation, sur l'état de santé de Tebboune, sur ce culte du secret, sur ce blackout. En fait, ce pouvoir, ce que lui ne sait pas, ou il feint de ne pas le savoir, c'est que le peuple le connaît très bien maintenant. Le peuple algérien connaît bien son pouvoir. Oui. Il le connaît très bien. Pour quelles raisons? Pour plusieurs raisons. Entre autres, c'est parce qu'il n'a pas changé. Il y a 3 générations maintenant depuis l'indépendance à peu près, de père en fils, de fils au petit-fils, ou de la grand-mère à la fille, de la fille à la petite-fille. Ils se sont passés un peu toutes les ficelles. Voilà comment le pouvoir il fonctionne. Donc il n'a pas changé. Donc aujourd'hui, on sait comment il fonctionne. Et de ce fait, tu viens de le dire, si Djemeldine, plombé ou pas plombé, opacité, blackout, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais ils sont toujours trahis par leur fonctionnement qui n'a pas changé. Il suffit de voir, quand on commence à parler de la menace étrangère, oui. Et cette fois-ci, Dieu sait combien de fois, ça fait 3 mois qu'on ne nous parle que de ça, la menace étrangère. Quand on nous parle de, attention, il y a terrorisme, il y a une menace, etc., et quand on remet sur je dirais sur le tapis quelques figures qui sont, on le sait, les rabatteurs, pour ne pas dire les entremetteurs de ce pouvoir, on sait qu'il se passe quelque chose de mal au sein du sérail. Donc on le sait depuis 3 mois maintenant qu'il se passe quelque chose de grave. Oui. Ils n'ont pas besoin de nous le dire de toutes les façons, ils ne nous le diront jamais, même dans 5 ans, même dans 10 ans, ils ne nous le diront pas. Qu'est-ce qu'on sait de ce qui s'est passé en 97 exactement, ou 98, ou un peu avant l'arrivée de Bouteflika? On ne sait pas grand-chose. Oui, oui. 94 non plus. Mais ils ont une façon de se retourner. Maintenant, par exemple, pour la période Bouteflika,
au moment où eux, les mêmes Oui. embrassaient le cadre, où ils le faisaient défiler Absolument. dans les rues, où ils lui faisaient faire des campagnes électorales. Ils nous disaient Fakhamatuhu, sans lui, nous mangerions de l'herbe. Vous vous rappelez? Maintenant, ils sont tous en train de nous dire non, mais cette période de Bouteflika, c'est un abus, c'est une catastrophe. Pour quelle raison? Oui. Parce que le peuple algérien est généreux. Hnin. Il n'a pas de haine, il n'a pas de rancune, etc. Et donc on les a vus, ils les ont pas lynchés, ils vont au cimetière, ils vont au marché quand il leur arrive de sortir, sans avoir une foule d'Algériens qui ont pourtant subi, Oui. qui ont pourtant tant de raisons de les lyncher. Ils ne l'ont pas fait. Oui. Donc voilà, on retrouve les mêmes. Puis bien entendu, il y a d'autres facteurs qu'on aura l'occasion Très bien. d'évoquer Et comme tout à vous avez l'heure. parlé Politique. de cet usage, de ce recours immodéré à la menace, à la peur, à l'épouvantail de la division, nous allons les écouter un petit peu avant de donner la parole à Saïd sur هذا التخويف وهذا الجزائر مستهدفة. Nous allons les écouter. فيه مؤامرة اللي زعزعت الاستقرار هذه معروفة. أقول بأن قوى الشر تتربص السوء بالجزائر. من مؤامرة تستهدف الجزائر شعبا ودولة. نجاح هذا الاستفتاء يشكل مصدر مخاطر على كل المخططات التي دبرت ضد الجزائر. تعرضت بلادنا خلالها لمؤامرات خطيرة بهدف ضرب استقرار الجزائر. القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي تفطنت لخطورة هذه المؤامرات. هناك مؤامرة تحاك في الخفاء ضد الجزائر وشعبها. الجزائر مستهدفة تريد ضرب استقرار البلاد. اليوم الجزائر أصبحت مستهدفة بعدوان، لأن الجزائر مقصودة من الخارج. الجزائر مستهدفة. الجزائر مستهدفة لأنها هزمت أكبر قوة وأخرجتها. الجزائر مستهدفة لأنها تملك مؤسسات منسجمة. مستهدفة بحرب إلكترونية. الجزائر يعني مهددة، أصبحت هدف. الجزائر مستهدفة. الجزائر مستهدفة. الجزائر مستهدفة. مؤسسة الجيش التي كشفت المؤامرات، تلك المؤامرات التي كانت تطبخ في دهاليز الغرف المظلمة الحاقدة على الجزائر. الجزائر أيضا مستهدفة، مستهدفة بقوة. الجزائر مستهدفة. من أن نعطي درسا لكل من يتربص ببلدنا. لسنا مستهدفين فقط من بعيد، إنما كذلك أننا مستهدفون عن قريب. الجزائر مستهدفة ولكن واقفة مع رئيسها. دولة مستهدفة كالجزائر يعني تتعرض لكل الأساليب الاستعمارية الخفية والظاهرة. نحن مستهدفين الآن. على أن الجزائر مستهدفة. الحملات المسمومة والدعايات الهدامة والمناورات الخبيثة التي تهدف إلى الإخلال باستقرارها. لماذا يريدون استهداف الجزائر؟ ولما نقول نحن مستهدفون ونحن في الأجندات، إذا قالوا لنا راكم تخوفوا فينا، نعم نخوفوا. سوف يكون مصيرنا لا قدر الله مصير الدول التي نراها اليوم في الدمار والخراب. مستهدفين اكسترا. سعيد. هو تعريب الفعل يستهدف في جميع الأوقات الدحدوحية. Le pays aujourd'hui, laissez-nous d'abord remercier le peuple algérien, lui rendre hommage. Ce peuple qui, une année durant, en plus de la tragédie du Covid, il a subi les affres des hydres froids qui ont profité de cette tragédie pour l'arrêter, le terroriser, le paupériser. Et là, Ethem disait, si notre peuple garde encore sa cohésion nationale, si notre peuple est toujours debout,
c'est un miracle. Beaucoup de moyens ont été utilisés contre notre grand peuple. Et notre grand peuple, aujourd'hui, il est dans un processus de résilience. Et la résilience, c'est un concept botanique. Quand une fleur, elle souffre. Quand un arbre, il souffre. Il donne des fleurs. Le peuple algérien, aujourd'hui, il est en train d'éclore en milliers de printemps, en millions de printemps, au même moment où le régime est en train de sombrer dans les rites sacrificiels et le cannibalisme clanique, allant jusqu'à voir encore plus grave, un 5e mandat sans Bouteflika. Oui. 5e mandat sans Bouteflika pour plusieurs raisons. D'abord, cette histoire de cachotterie, de non-communication autour de la transparence. Jazair el-Jadida, on devrait savoir qu'est-ce qu'il a. Et on l'avait appris de la chancellerie d'un autre pays, ce qu'il avait et où il a été transporté. Pendant très longtemps, ils ont essayé de jouer sur le sentiment et l'amour, le patriotisme du peuple algérien, qui est l'héritage de la mémoire collective et de la mémoire individuelle de la guerre de libération nationale. Ils ont essayé de jouer sur la menace extérieure parce que notre grand peuple est le digne héritier de l'ALN, est le digne héritier du FLN, est le digne héritier de Zabana, de Abban Ramzan, d'Aït Ahmed, d'Idouche. Eux, ils disent c'est l'ANP qui est la digne héritière de l'ALN, c'est pas le peuple. L'ANP, c'est une conspiration contre l'ALN. C'est une conspiration. Je parle bien du commandement. Oui. Je ne parle pas de l'institution. L'institution, c'est la nôtre. الجيش ولادنا يحميوا بلادنا. Je ne peux pas trouver mieux que le génie du peuple algérien. D'ailleurs, quand je perds la boussole, j'écoute le peuple. Il nous donne des éléments pour comprendre. Quant à cette histoire de menace extérieure, quelle est la menace? Est-ce que c'est celui qui a construit l'échec, allant jusqu'à voir que notre pays est dépendant de l'extérieur sur tous les plans, ou c'est le peuple, ou une partie du peuple, ou je ne sais pas, des fois c'est la main extérieure, des fois c'est l'ayadi dakhiliya, des fois c'est les chaînes de télévision, des fois c'est nous qui sommes militants, qui faisons même pas du mal à une mouche. Qui est responsable aujourd'hui? Et ce, Aït Ahmed le disait, depuis très longtemps, on disait que si vous continuez comme ça, nous courons vers le chaos. Et quand le chaos approche, vous nous dites sauvons le Jazair Moustahdafa, sauvons l'Algérie pour que vous pérennisez. Donc il y a le peuple, avec dignité, honneur, courage, hauteur, qui est là à mener sa révolution. Avec sérénité, avec amour, avec fraternité, avec union, avec nos valeurs. Et d'ailleurs, demain, il y a l'Asima Hallul Biban, Oulad Djara, Ahom Djaïl. Et de l'autre côté, il y a un régime qui, cannibalisme oblige, ils s'entre-déchirent entre eux, ils utilisent certains qui, à l'ère de la mondialisation, à l'ère du lointain, du prochain, à l'ère de la silmiacratie, de la silmia, à l'ère de l'universalité d'un village-monde, ils se font des frontières dans leur cerveau et ils essayent de rendre service pour avoir pour plaire à certains, ou pour avoir des strapontins, ou pour avoir des privilèges, pour encore une fois asseoir la discorde dans les rangs du peuple algérien. La Kabylie est plus grande de cet insignifiant sous-produit de la police politique. Je réponds à Toufiq. La Kabylie n'est ni à vendre, ni à acheter. Elle est debout, elle est digne, et dans mon village, je suis né dans un village. On m'a appris les valeurs, l'honneur, la dignité. On m'a appris à ne pas me vendre. On m'a appris à aimer l'Algérie. On m'a appris à aimer l'humanité. On m'a appris à ne pas me faire corrompre.
On m'a appris des valeurs et des principes. الدشرة أصلي والدشرة ترعب من ليس لديه أصل. Et je suis fier d'être وليد دشرة. Aziz Mouatz, sur donc cette situation, sur cette propension de plus en plus forcenée du régime à faire peur, à agiter le spectre de l'ennemi extérieur, de l'Algérie cible de forces dont on ne sait même pas qui elles sont. Aziz Mouatz. Ce serait vraiment... Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vos auditeurs et vos invités. À l'évidence, on ne peut pas nier le fait que l'Algérie n'est pas entourée par un lac de paix, franchement. Quand vous voyez la situation au Mali, quand vous voyez la situation dans le Sahara occidental, quand vous voyez la situation en Libye, honnêtement, il faut être sérieux. Il est normal que le pays, entouré d'autant d'amis, entre guillemets, il puisse se défendre et puis surtout garder un peu la tête en dehors de l'eau et en dehors du sable. Parce que effectivement, nous sommes dans une position géostratégique qui fait que c'est pas nouveau. D'ailleurs, je vous rappelle, et je rappelle à vos auditeurs que la France a occupé l'Algérie pendant 132 ans et puis qu'elle n'est pas complètement partie du simple fait que effectivement l'Algérie servait d'exutoire et servait aussi de ressources, et c'est pour ça qu'il y a eu la colonisation. Donc le peuple algérien n'a pas oublié cette histoire, et il ne peut pas l'oublier, cette histoire. Elle est ancrée en lui, c'est ce qui a donné la guerre de libération, c'est ce qui a donné la LN, et c'est ce qui a donné, hélas, malheureusement, un régime qui a hérité d'une situation très conflictuelle. Je ne veux pas les défendre, ils ont suffisamment d'avocats et de moyens pour se défendre. Mais il faut quand même rendre justice. Nous sortons d'une phase de 20 ans de bouteflikeisme, auquel j'ajouterai les 2 ans de Gaïd Salah Tebboune, pendant lesquels l'Algérie a été mise pratiquement à sac. Je vous rappelle, si j'aime le din, parce qu'on parle un peu de ce qui se passe en haut, l'armée nationale populaire n'a pas besoin d'Aziz Mouatz pour lui servir d'avocat. Mais on peut quand même signaler que beaucoup d'officiers, beaucoup de cadres de cette même armée nationale populaire, depuis 2 ans, sont soit écartés, soit mis en prison. Donc il y a une mue qui s'effectue à l'intérieur de cette armée. Ça n'est pas facile, ça n'est pas facile du tout. Moi, je ne suis pas militaire, donc je n'ai jamais été dans une caserne, mais je sais qu'un État et une nation, avec son armée, c'est sa colonne vertébrale, et Dieu seul sait combien c'est très difficile de gérer tout ça. Mais Aziz Mouatz, oui. Pardonnez-moi. Les Algériens recourent souvent au bon sens populaire. Ce régime, depuis 1962, et Dieu sait qu'il est le même, qu'il a toujours été le même s'il s'est décliné en mode et d'autres, a toujours procédé de l'agitation des épouvantails. Rappelez-vous, les années 60, l'Emberialia, Sahyoniya, etc., etc. Et puis, ça a changé à chaque fois. À chaque fois, on nous change, puis le terrorisme, puis à chaque fois, on nous change d'épouvantail. Mais ce qui a été vraiment vérifié, et vérifié dans la chair des Algériens et dans la rapine qui a été faite de leur pays, c'est que c'est ce régime qui est la plus grande menace. C'est lui qui a gaspillé ce pays, qui l'a dévasté, qui l'a pillé, qui l'a saigné, qui l'a meurtri, qui l'a broyé. Il n'y a rien d'autre, ni personne d'autre, ni quelque danger qui soit, qui ait autant broyé ce pays que ce régime. Et ce régime, Dieu sait qu'il a toujours été dirigé, le vrai pouvoir, c'est la gérontocratie militaire. C'est la junte, pour parler plus simplement. La question, c'est quoi ? La question, c'est que, pour remettre les pendules à l'heure, c'est que la menace, si tant est qu'il y a menace, elle vient de ces gens qui passent leur temps à accuser une menace extérieure, l'ennemi intérieur, ceci, cela. Donc, est-ce que réellement le seul ennemi, la seule menace réside dans ce système, ou est-ce que ce système a raison
de nous agiter les épouvantails de Libye, du Mali, du Maroc, d'Israël, de je ne sais qui qui tirerait les ficelles du Hirak, etc. Alors là, le Hirak, c'est une autre affaire, hein. Ça n'a rien à voir. De toutes les façons, la communication institutionnelle est une communication qui est très lourde. Moi, personnellement, l'impact des moyens de communication de l'État, la radio, la télévision, sur la population algérienne, franchement, il ne faut pas... Il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde ces moyens de communication. Il y a pas les gens maintenant, ils sont... Et vous avez parlé tout à l'heure dans votre introduction du Hirak qui se serait un peu perdu pendant une année. Moi, je voudrais rappeler que le Hirak qui a commencé à Kharrata le 16 février 2019, qui s'est étendu à toute l'Algérie à partir du 22 février, c'est une puissance, c'est une force considérable qui a d'ailleurs pris de court tout le monde, y compris le pouvoir. C'est d'ailleurs ce qui explique que ceux qui étaient en charge des affaires du pays ont décidé d'écarter le 5e mandat, qui était inscrit au programme. Le 5e mandat, pour eux, il était normal qu'ils allaient continuer comme ça, avec un cadre, avec la mobilisation populaire a fait que tous ces programmes-là ont été remisés. Et là, on est en train de préparer une transition et il me plaît de constater que le Hirak, pour moi, n'est jamais mort. Il a toujours été vivant et je veux rassurer un peu tout le monde, il ne va pas mourir. Hein. On peut faire rentrer 300, 3000, 10 000 en prison, on peut les sortir, on peut les gracier ou leur réduire la peine. Dans le peuple algérien, il y a une vraie demande de démocratie, elle est réelle et le Hirak la représente dans sa diversité parce qu'on entend ça et là beaucoup d'intellectuels ou de penseurs qui croient que le Hirak est divisé, qui croient que le Hirak... c'est vrai que comme il représente toutes les couches sociales et tous les courants de la société, il est normal que vous les retrouviez dans le Hirak. Hein. Moi, je ne vois pas où est le problème. Et restez avec nous, Aziz. Moi, je vous fais juste remarquer que je n'ai à aucun moment dit que le Hirak s'était perdu. Au contraire, j'ai dit que malgré la subversion de ce régime, presque 2 ans durant, il est resté intact. Il a suffi d'une commémoration du déclenchement du Hirak pour qu'il se retrouve dans la rue comme au premier jour. Nordin Aoussat, un commentaire? Oui, j'ai un commentaire à faire à notre ami c'est Aziz Mouatz. Le premier, c'est de résumer les causes de la crise de l'Algérie en 20 ans de bouteflикisme. Je ne suis pas d'accord avec ce constat parce que plutôt, si on doit tout au moins l'élargir, on doit rajouter 10 ans pour dire que la crise, la véritable crise, a commencé par le coup d'État du 12 janvier 1992. Monsieur, notre ami, il dit qu'il ne connaît pas l'armée. Moi, je connais très bien l'armée pour avoir été pendant 2 ans, je dirais, très proche collaborateur d'un grand général, chef de région. D'accord, donc je connais l'armée, personne ne l'a obligé à faire le coup d'État en 92 et prendre les rênes. On connaît que l'époque de Chedli Ben Jdid, c'est un militaire, c'est le colonel, il a été choisi par les militaires, mais il n'a pas géré l'Algérie comme une caserne, aucunement, aucunement, au contraire. Au contraire, il était un barrage, je dirais, contre les militaires, leur émission dans les affaires politiques. Des écoles, des grandes écoles que l'armée avait pris quelques années auparavant, on les a rendues aux civils. Quelques casernes qui n'étaient pas utilisées, il les a rendues à des utilisations publiques et nationales. Et par contre, ce que nous vivons depuis 30 ans, c'est cette militarisation. Il faudra avoir le courage aujourd'hui, maintenant, que tous les Algériens, qu'on soit intellectuels, journalistes, quelles que soient nos opinions politiques, à poser le doigt sur je dirais, le nœud gordien et je dirais sur de là où vient le mal de l'Algérie, le mal institutionnel, le mal du système, le mal politique vient de cette armée qui ne veut pas lâcher le pouvoir et qui veut qu'elle ait son mot à dire sur toutes les grandes décisions politiques. Mais justement, Nordin Aoussat,
en fait, d'après la nouvelle constitution qu'ils ont fait passer par référendum, dont on sait qu'elle a été massivement boycottée, mais qui est passée quand même. C'est devenu la constitution actuelle. Je vais vous lire l'alinéa 4 de l'article 30. Et vous allez reconnaître que maintenant, l'armée a le droit de faire de la politique constitutionnellement parlant. Et écoutez bien, je vais vous dire. C'est l'alinéa 4 de l'article 30. L'armée nationale populaire défend les intérêts vitaux et stratégiques du pays conformément aux dispositions constitutionnelles. C'est faux, c'est archi faux, je me mets... Oui, mais c'est la Constitution qui le dit. C'est une Constitution qui n'a aucune légitimité. C'est une Constitution qui a été votée par je ne sais combien de centaines de milliers. C'est tenté vrai que ces centaines de milliers ont vraiment et réellement voté, mais les millions d'Algériens ont soit voté contre pour le peu qui ont voté et participé à ce référendum. Les autres millions, l'écrasante majorité, elle a boycotté ce référendum. Mais cette constitution est passée. Oui, c'est la constitution algérienne aujourd'hui. C'est la constitution de l'Essaba. Il faut qu'on le dise, c'est la constitution de ce système, c'est la constitution de ce régime, c'est la constitution de du cartel qui a toujours la même mise. Et on est dans un processus transitionnel, on est dans un processus révolutionnaire. On n'est pas dans un processus transitionnel. Non, transitionnel, je veux dire... révolutionnaire. Révolutionnaire, je veux dire. Voilà, révolutionnaire. Et en quelque sorte, intrinsèquement, il porte en lui les germes de ce passage. Et cette constitution, elle sera tout simplement, et je dirais, bel et bien oubliée, jetée à la poubelle. À la poubelle, pas rien d'autre. Cette constitution, elle n'a qu'une issue. Il n'y a que, je dirais, une porte par laquelle elle peut sortir. C'est celle qui l'emmène dans une poubelle. Là, il faut dire les choses. En tout cas, avec cette même constitution, l'armée, dont la doctrine avant était de ne jamais intervenir à l'étranger, maintenant, elle peut sortir par la porte de la Constitution dans les pays voisins. Regardez l'alinéa 3 de l'article 31. L'Algérie peut, dans le cadre du respect des principes et objectifs des Nations Unies, de l'Union africaine et de la Ligue des États arabes, participer au maintien de la paix. Ça veut dire sortir des frontières et aller ailleurs. C'est là où il y a le mal. C'est là où notre ami c'est Aziz Mouatz et d'autres qui pensent un peu comme cela. On doit avoir le courage. L'armée, il l'a dit, c'est Saïd tout à l'heure, on n'a pas une autre armée. L'armée, elle est digne. Oui, l'ANP en tant qu'institution, elle est la digne héritière de l'ALN. En tant qu'institution, pas son commandement, pas l'état-major général qui est venu de Rardimaou, pas cela, pas Boumediene et sa clique, non. Mais l'institution ANP, Armée nationale populaire, on peut le dire sans aucune réserve, sans aucune gêne, que c'est la digne héritière. Pas digne, mais c'est la seule héritière. D'une manière ou d'une autre, elle a hérité de cette armée de libération nationale. Et cette armée de libération nationale, cette armée populaire nationale, elle a, avec le temps, tombé dans son propre piège de garder le pouvoir pour elle. Et aujourd'hui, c'est ce que demande le peuple. C'est pour ça que je vais le dire à Sidi Jamal Din et qu'on le sache. Je suis conférencier, écrivain, enseignant à l'université, mais je suis aussi imam. Je suis imam depuis 82. Oui. Quand j'étais à la fac à Ben Aknoun, à l'école de commerce, je faisais le Jumu'ah et je montais sur le minbar. Et je le dis, aujourd'hui, je le dis pour le chab. Même si يجي واحد يقول لكم أنايا نطبق القرآن. Voilà, زعما نجي القرآن. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que le Coran? C'est la vérité. Mais s'il ne dit pas Doula Madaniya Machi Askariya, sachez que c'est un menteur, sachez que c'est un imposteur, sachez que c'est un hypocrite, sachez que c'est quelqu'un qui veut seulement donner l'occasion à ce pouvoir de faire sa mue et de lui encore donner de la longévité. Donc, tout programme, toute politique, tout parti, tout slogan qui ne commence pas par dire que nous voulons
nous demandons, nous exigeons que le pouvoir se civilise dans le sens où c'est plus un militaire, qu'il soit jeune, instruit se républicanise. Ce républicanisme. Mais quand vous dites quelqu'un qui vient avec le Coran, il vous dit que s'il ne vous dit pas Madaniya, M. Askaria, c'est un menteur. Mais d'autres sont en train de vous dire aujourd'hui, mais Thanim, de la Madaniya, M. Askaria, mais Machi théocratique aussi. Ah, la théocratie, moi je suis le premier à être contre. D'ailleurs, c'est un blasphème, c'est un coffre. C'est un coffre. Moi, imam, j'écris tous les vendredis. Demain, j'ai 2 offices du vendredi dans une mosquée. On fait 4 offices demain. On a 1500 à chaque fois qui vont dans la grande mosquée au sud de Paris. Mais je dis que celui qui parle de théocratie, c'est quelqu'un qui fait une injure envers Dieu. Dieu ne gouverne pas. Dieu ne commande pas. Dieu nous a donné une révélation, mais ce n'est pas lui qui commande. Ce sont des humains qui interprètent les textes, ce sont les humains qui font la lecture des textes, et ce sont les humains qui prennent des décisions. Dieu ne les inspire même pas, s'ils ne sont pas, et encore moins, leur donner des révélations. Donc la théocratie, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors, Saïd Aknin, l'armée. Beaucoup de gens sont en train de dire clairement, comme vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, nous faisons une grande différence entre l'armée et la junte, qui a fait main basse sur l'armée. Nous ne voulons pas de généraux qui dirigent ce pays. Nous voulons que ce pays soit dirigé par les représentants du peuple, élus par le peuple, que les institutions soient animées et habitées par des représentants du peuple élus dans des élections transparentes et sincères. Or, aujourd'hui, la propagande de cette même junte, elle dit quelque chose d'absolument hallucinant. Elle est en train de dire l'armée et le peuple sont khawa-khawa. Il y a une fusion entre l'armée et le peuple. Elle en fait 2 entités séparées dans son discours politique. Alors que on ne connaît pas de république où l'armée et le peuple sont distincts l'une de l'autre. En fait, là, c'est un aveu. C'est un aveu que dans notre pays, il y a un cartel des généraux qui y ont la même mise sur 4 éléments. Le premier, c'est les circuits informels de la distribution de la rente. Le deuxième, c'est les circuits informels du pouvoir. Le troisième, c'est le circuit informel de la diplomatie, entre guillemets. Le quatrième, c'est l'impunité, parce que l'impunité est un levier de pouvoir. Si tu permets juste une petite parenthèse, le commandement militaire est intronisé au pouvoir quand il y avait eu le premier coup d'État contre le GPRA et l'assassinat d'Abban Ramadan en 1957, titré « Un héros est mort au maquis ». Premier mensonge. Donc, circonscrire l'histoire de la mainmise du commandement militaire. Abban Ramadan tombé au champ d'honneur. Au champ d'honneur. Par Al-Mujahid. Exactement. Et puis, 1963, Aït Ahmed. D'abord 1962. 1962, l'armée contre le GPRA. Exactement. Et puis 1963, 65, un traître fut capturé. Dire que Chadli n'était pas un militaire. Un traître, le traître a été capturé, c'était, je crois, l'Écho d'Alger. Non, le républicain. Le républicain. Le républicain. Le traître a été capturé. Oui. 1980. Ce n'est pas Chadli qui avait réprimé. Octobre. Non, 1980. Ah, 80. 1980. Oui. Le printemps démocratique. Oui. Le printemps démocratique, c'est Chadli. 1984, quand il y a eu la création de la première Ligue algérienne de la défense des droits de l'homme, ce n'est pas Chadli qui avait donné l'ordre de torturer ceux qui l'ont créé, dont Ali Yahya Abdelnour. 1988, ce n'est pas Chadli. Donc, 1986 à Constantine d'abord. 1986 à Constantine, 1967. Mais je ne crois pas que c'est Chadli. Je ne crois pas que c'est Chadli. C'est le système. Mais je n'arrive pas à simplement... ce plateau, ce n'est pas un manbar.
C'est un plateau de télévision. Et pour l'Algérie, il faut une construction et la transcription de la Silmia, non pas en faisant une certaine forme de comparaison entre ce que va faire naître la Silmia et le sacré. Je crois que l'une des vérités qu'a apporté la Silmia, c'est quand le peuple algérien dit istiqlal, c'est l'istiqlal aussi de la religion, de la religiosité populiste. C'est l'istiqlal des médias, des cercles de la mafia. C'est l'istiqlal de l'économie des oligarques. C'est l'istiqlal du pouvoir politique, de tous les pouvoirs. C'est l'istiqlal de la dépendance à l'étranger, ainsi de suite. Donc ceux qui veulent limiter simplement cette histoire de commandement militaire au système Bouteflika et à l'arrêt du processus de 92, tout ça c'est une suite. C'est une suite logique depuis 1957 à aujourd'hui. Et l'armée des frontières est là pour prouver qu'effectivement, et puis par la suite, la mentalité, parce qu'au-delà du commandement, c'est-à-dire de ceux qui chapeautent, il y a le parti unique. C'est la discipline militaire, la pensée unique. Le commissaire politique. Le commissaire politique. Le commissaire politique, c'est la pensée militaire. C'est pour cette raison que la Silmia aujourd'hui, avec la diversité, avec la séparation des pouvoirs, avec la sécularisation, avec ce qu'elle a apporté dans la société, est une remise en question, justement, la diversité. Peut-être que Nordina Oussad veut faire une mise au point et on revient à vous. Je termine. La diversité culturelle, linguistique, tout ça là, ça s'inscrit en porte-à-faux avec Dawla al-Askariya. Oui. Alors, ce que je voulais dire, Saïd, moi, quand j'ai parlé de Chadli Benjdid, que même si c'était un colonel, que le fonctionnement du système, je parle pas de ce qui est arrivé, de ce qu'il a fait ou de ce qu'il n'a pas fait. Parce que les événements que tu as cités, il y en a d'autres. Il y a d'autres. Moi, de 82 jusqu'à 84... Mais il n'y avait pas de pluralisme avec Chadli. Mais non, on ne parle pas de pluralisme du tout. Mais c'est important. Non, c'est pas du tout important. C'est pas du tout important, chaque chose en son temps. Mais de tous les présidents, je crois qu'il a été celui qui a vraiment voulu... D'ailleurs, 88, ça a été une conséquence de sa volonté de créer, de permettre aux Algériens d'avoir un multipartisme. Mais bon, ce n'est pas notre sujet, de toute façon. Attends, le sujet, c'est quoi? Le sujet, c'est que là, nous, le plus important, c'est-à-dire la mère de toutes les discussions et le sujet, le number one de tous les sujets qui va être discutés, c'est que ce hirak-là, qui a commencé depuis 2 ans, arrive et aboutisse à ses objectifs. Et justement, ça va être l'objet du prochain tour de micro. Nous allons d'abord donner la parole à Aziz Mouaz, peut-être qu'il souhaite faire un commentaire. Aziz Mouaz. Oui, je voudrais juste rappeler que la participation de l'armée algérienne... Enfin, moi, je suis comme ceux qui sont sur votre plateau. Je n'ai pas voté pour le 12-12, je n'ai pas voté pour la Constitution, je n'ai pas voté pour Bouteflika. Je n'ai pas voté pour Chadli Benjdid, donc moi aussi je me revendique de cette opposition intelligente, je dirais, pas que pour moi, parce qu'il y a beaucoup d'Algériens qui n'étaient pas d'accord. Moi je voudrais quand même... Je suis un résistant. Oui, oui, ça on l'a compris, Saïd, oui, bien sûr, mais vous avez le droit, moi c'est un choix que je respecte. Donc la participation de l'armée algérienne dans cette constitution qui a été mal élue, mal votée, franchement, il faut le dire, parce que 23%, elle n'aurait pas dû être promulguée à mon sens. Je le dis comme je le pense. Mais la participation de l'armée algérienne dans le maintien de la paix sous le label des Nations Unies, ça ne sera pas la première fois, ça s'est déjà fait. L'Algérie a déjà participé. Et il est normal qu'en tant qu'État important de l'Afrique, je dis bien de l'Afrique, et ayant une armée qui est suffisamment bien équipée et bien armée, il est normal que les Nations Unies fassent appel à l'armée algérienne pour participer au maintien de la paix et non pas pour aller guerroyer dans n'importe quel pays et contre n'importe quel
quelle autre armée ou autre population. Participer au maintien de la paix, ce sont des missions humanitaires pour lesquelles l'armée algérienne a sa part. On connaît, Aziz Mouatz, les vrais dessous de cette humanitaire galvaudée et de ce recours à l'ONU, à la Ligue arabe, à l'Afrique. On sait bien ce qu'est la conjoncture dans le Sahel, qui a créé le terrorisme, pour quelles raisons et dans quel objectif. Mais bon, ça, c'est l'objet d'une autre émission peut-être. Mais sinon, Aziz Mouatz, vous avez parlé tout à l'heure de transition et il semble que ce régime qui a compris entre-temps que le Hirak ne s'arrêtera plus jamais et qu'il devra faire avec, et il semble qu'il soit en train de nous concocter ce qu'il va appeler transition, ce qu'il va appeler, semble-t-il, conférence nationale, mais qui semble être une autre entourloupe, où il va convoquer des partis maisons, des personnalités que je n'ose pas qualifier ici pour ne blesser personne, mais aussi peut-être même quelques hirakistes qui pourraient être embrigadés pour faire bonne mesure. Et peut-être même va-t-il aller vers une opération genre charte nationale, si vous vous rappelez, c'était je crois en 1976 ? Oui. Où ils vont donner la parole à la rue aux gens pour donner l'impression que tout le monde parle, que c'est un débat vraiment populaire. Mais en fait, il semble que tout ça, c'est pour éviter d'aller vers une vraie transition, vers une vraie restitution du pouvoir au peuple qui la revendique. Vous connaissez très bien ma position. Moi, je soutiens encore un candidat à l'élection présidentielle qui a été annulée sous la pression du Hirak par Gaïd Salah. Et ce candidat, depuis le 13 juin 2019, est en prison. Rderi, le général Rderi. C'est le général, l'ex-général Ali Rderi, mais général-major. Si on veut vraiment aller vers quelque chose de nouveau, d'intéressant et d'utile pour l'Algérie, ça n'est pas en rassemblant ce qu'a fait le président Tebboune avec ses relais, la pseudo-société civile. Il faut arrêter ce jeu-là, ça ne marche pas. Ça ne pourra pas marcher. Puis qu'est-ce qu'elle représente? Il y a beaucoup d'associations qui tournent autour du système, autour de l'administration, qui essayent d'avancer. Il faut leur rendre hommage parce qu'elles font un travail sur le plan humanitaire et sur le plan de proximité qui est très intéressant, très important. Mais ce ne sont pas des gens qui ont les capacités, ni les compétences, ni la vision pour construire un État, une république et un gouvernement et une assemblée nationale. Si on veut sortir de ce marasme, remettre l'armée là où elle doit être, et permettre aux forces vives de la nation d'adhérer à un processus, il faut d'abord libérer tous les prisonniers politiques sans aucune condition, ni liberté provisoire, ni convocation par qui que ce soit, ni rien du tout. Vous avez bien dit prisonniers politiques, hein? Tous les prisonniers d'opinion. D'accord. Et il faut cesser d'arrêter les gens qui manifestent dans la rue parce qu'ils ont porté un emblème amazigh ou parce qu'ils ont crié Madania Meshi Askaria. Qu'est-ce qu'ils font à cette république ou à cet État? Ils font rien, c'est des citoyens qui s'expriment. Si on ne peut pas permettre à ces citoyens de s'exprimer, alors il faut fermer la boutique. Et ça n'avancera pas. On est obligé d'ouvrir les médias publics, d'ouvrir le débat à toute la société, et surtout de permettre à ceux qui sont porteurs de projets de venir défendre leurs projets, d'aller vers des législatives, d'aller vers des élections communales, d'aller vers les élections présidentielles. Et personnellement, je privilégie la tête. C'est pas nouveau. Il faut d'abord que nous nous entendions sur une élection présidentielle. Il faudrait que les candidats crédibles, avec des partis qui vont s'organiser, ou des partis à créer. Il y a des partis démocratiques, ils ne sont pas nombreux, mais ils existent sur la scène politique algérienne. Il faut fédérer tout ce monde, faire une vraie campagne électorale, revenir à l'essentiel, élire un président de la République. Et vous pensez que... il faut lui donner... Regardez, si jamais le dis, en 30 secondes, regardez l'erreur tactique qu'a commise le président de la République. Il a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Bon, ça fait 20 ans qu'on leur dit que c'est une assemblée qui est croupion, qui ne représente rien.
Évidemment, à premier abord, les gens ils vous disent oui, c'est bien. Non, monsieur, ce n'est pas bien parce qu'il a créé un vide constitutionnel. Avant de décider de dissoudre l'Assemblée nationale, il lui fallut fixer la date de l'élection de l'Assemblée nationale. Et est-ce que l'état de la nation, est-ce que le hirak, est-ce que la situation du pays permet justement d'organiser sérieusement des élections, même s'il fait la promesse de ramener une commission? Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle sera crédible? Qui va lui donner cette crédibilité? C'est tout ça, c'est cette confiance-là qu'il faut remettre. Au sujet du vide constitutionnel, Aziz Mouatz, pour apporter de l'eau à votre moulin, il n'y a pas que donc, ce vide du Parlement, de l'Assemblée nationale qui n'est plus là, et du corps électoral qui n'a pas encore été convoqué, mais il y a aussi le vide de la Cour constitutionnelle. Vous savez que le Conseil constitutionnel, par rapport à la nouvelle Constitution, doit être remplacé par une Cour constitutionnelle. Or, le Conseil constitutionnel n'existe plus légalement et la Cour constitutionnelle n'a pas été installée. Donc c'est pour dire. Hein. Mais sinon, Aziz Mouatz, vous pensez qu'une vraie transition pourrait commencer par des élections législatives et présidentielles, alors que c'est le même régime qui va les mener? Non. Un régime qui brille par sa propension à frauder les élections, à les bourrer. Vous pensez qu'il est apte à conduire des élections? Moi, j'ai confiance en le peuple algérien et j'ai confiance en le peuple du Hirak. On n'a pas d'autre peuple. Hein. Oui, mais est-ce que ce n'est pas trop facile de dire ça comme ça? Voilà, je suis d'accord avec vous. On ne fera pas confiance comme ça, gratuitement, ni à l'administration, ni à la Commission nationale. C'est une évidence. C'est une évidence. Donc, pour créer un processus qui vraiment va booster tout ça, qui va redonner la confiance à tout le monde, moi, je crois qu'il faut lâcher d'abord commencer d'abord par l'élection présidentielle et non pas commencer par l'élection. Parce que si on le fait dans cette situation, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, on sera obligé d'avoir une présidentielle. Et restez avec nous, Aziz Mouatz. Alors, Nourdine Aoussat, donc ce régime est en train de préparer quelque chose qui veut nous faire passer comme une transition, une conférence nationale où vous allez avoir les mêmes gars qui sont aujourd'hui au râtelier, hein, les partis bidons, les relais habituels du régime, quelques hirakistes visibles qu'ils vont débaucher, comme ils l'ont déjà fait, hein. Peut-être même qu'ils vont nommer ministre ou je ne sais quoi. Et ils vont opter pour une méthode genre charte nationale de 76, pour faire parler les gens dans les micros, alors que le produit final est déjà prêt à être livré en kit. Est-ce que vous pensez que c'est ça une transition? Pas du tout, absolument pas. Absolument pas, de toutes les façons. Et je dois préciser avant cela que pour nos compatriotes algériennes et algériens, que ce qui se passe depuis 2 ans, c'est un processus normal. Aucun régime autoritaire, aucun régime, je dirais, totalitaire, comme c'était le nôtre, je dirais totalitaire, et je dirais autoritaire, je ne dirais pas dictateur, parce qu'il ne l'a pas été, mais l'autoritarisme et le totalitarisme, c'était le sien. N'est tombé du jour au lendemain, c'est jamais arrivé. C'est arrivé peut-être exceptionnellement dans 2 pays, l'Indonésie, parce qu'il y avait une crise énorme pendant le processus, donc il y a eu chute brutale du pouvoir, mais sinon tous les autres, il y avait une période de transition. Et la période de transition, elle est faite avec les forces et avec les éléments revendicateurs et porteurs de la revendication du changement. Il ne le fait pas entre soi. Et ces forces-là, nous les savons. Aujourd'hui, nous avons un nouveau facteur qui n'existait pas avant, c'est ces réseaux sociaux où nous avons tous les YouTube et toute cette mémoire audiovisuelle qui fait que nous savons ce que le peuple demande, en quelque sorte de façon tacite, hein, pas explicite bien sûr, de façon tacite, il y a eu presque comme une négociation. Donc le peuple, il a demandé, il a clarifié sa demande. Il ne pourra pas participer à des élections dans le cadre du régime actuel. L'intikhabat ma'al isabat. Ce régime,
ne peut pas mener des élections Il ne peut pas. transparentes et sincères. Il faut qu'on le dise, parce que ça commence déjà à parler. D'ailleurs, je ne vais pas le citer le nom, mais il y a même une figure de l'opposition qui... De l'opposition entre guillemets. L'opposition entre guillemets, qui commence à dire, elle a même cité des noms. Flan, pourquoi il ne rentre pas dans les élections? Voilà, il a cité Boumala, il a cité, comment il s'appelle, le Kabyle... Tabou. Tabou, Karim Tabou, elle a cité des noms, de Bouchachi, elle a dit pourquoi il ne rentre pas dans les élections législatives et le peuple, sûrement, il va les élire. Toute idée, ça aussi, si Jamaldine, il faut qu'on le sache. Aujourd'hui, nous avons des constantes. C'est-à-dire ces constantes-là, elles sont imparables, elles sont incontournables. Qui nous parle d'élections? C'est pour ça que je ne suis pas encore une fois d'accord avec M. Mouatz. L'Irdiri, avec tout le respect que je peux lui vouer, encore aujourd'hui, j'ai lu qu'il a sorti une lettre aujourd'hui, je peux le respecter, mais s'il aimait vraiment la démocratie, s'il aimait justement l'Algérie, qu'il ne se présente pas, on ne veut plus de militaires à la présidence, qu'il soit retraité, qu'il vient juste de poser ses galons et sa tenue, son képi ou autre. On ne veut pas, on veut un changement radical. La figure du militaire, ça ne fera que perdurer, ça ne fera que tirer encore quelques années ce changement. Donc voilà. Donc il y a des incontournables, c'est Jamaldine. Ces incontournables-là, c'est que pas d'élection. Il y a une seule question que je n'ai pas compris. Donc je connais tout, j'ai la science infuse, je connais toute l'Algérie. Beaucoup de choses, on connaît énormément de choses. Il y a une seule interrogation et que je n'ai pas encore la réponse. Comment, en juin 90 et décembre 91, les élections ont eu lieu sans fraude? Est-ce que c'est la pression du fils et de ses troupes qui ont fait reculer ou qui ont Parce qu'ils étaient tout simplement sûrs et certains que le fils ne l'emporterait pas. D'accord. En juin, l'arbitre Bekir l'a déclaré, il a dit nous étions sûrs que le fils n'allait pas l'emporter. J'ai ma réponse. Donc je dirais, les seules fois, ils étaient tout... Alors, mais à partir du Saïd, nous allons changer, parce que demain c'est le Hirak, nous allons en parler. Mais je voulais apporter de l'eau à votre moulin sur un point. Vous savez, pourquoi ce régime ne peut pas mener des élections honnêtes et sincères? Tout simplement. Je vais vous donner un exemple. Vous avez vu comment il a modifié le code pénal pour ce qui est de ce qu'il appelle, lui, la cybercriminalité, mais qui, en fait, c'est du cybermilitantisme. Et il a modifié le code pénal pour infliger des peines phénoménales à des gens qui sont dans le net pour dénoncer le régime. Ouais. On connaît même une peine de 10 ans de prison. Pourquoi ce régime n'a-t-il pas légiféré dans ce sens, c'est-à-dire de l'aggravation des peines pour les fraudeurs? Ouais. Il aurait pu, par exemple, prendre une mesure pénale où il dit « Quiconque fraude les élections ou bourre les urnes ou les ordonne est passible d'une peine de 5 ans de prison. » Par exemple. Ouais. Vous ne trouverez plus un wali pour ordonner la fraude. Vous ne trouverez plus un fonctionnaire pour bourrer les urnes. Voilà. Parce que les gens vont dire « Oh, je vais avoir 5 ans de prison. » Mais là, pas folle la guêpe. Voilà. Le régime ne le fera jamais. Voilà. Parce qu'il a besoin de frauder pour sortir qui il veut. Voilà. Et tout le monde sait que le futur président qu'ils sont en train de nous concocter maintenant, en ce moment même, sortira d'une casquette, comme M. Tebboune. Il n'y a aucune autre possibilité. Saïd Aknin, pardon de vous frustrer pour ne pas vous permettre de rester dans le même sujet, mais le Hirak, va démarrer demain, vendredi. Les Algériens le promettent de revenir en force, encore peut-être plus que le vendredi passé. Comment le voyez-vous, le Hirak? Comment voyez-vous son retour? Et comment voyez-vous les perspectives du Hirak? Tout à l'heure, Nourdine parlait de constante. Il y a une constante. La Silmia est devenue une constante. Et la victoire du peuple algérien est une autre constante. D'abord, pour ma part, comme je l'ai dit dès le départ, il n'y a pas de retour parce que ça ne s'est jamais arrêté. Il n'y a que les manifestations dans la rue qui se sont arrêtées.
Sinon, il y avait, pendant la période du Covid, il y avait la transformation en dynamique de solidarité, en dynamique justement de la silmiya, parce que la silmiya, ce n'est pas simplement la non-violence, c'est le désir du vivre ensemble, c'est le respect de l'autre, c'est le respect de la nature, c'est beaucoup de choses, c'est énorme, c'est philosophique. La silmiya, c'est philosophique, et d'ailleurs, on voit à travers, c'est culturel, quand on voit les slogans. Les slogans qui font du sarcastique, qui font de l'humour, quand on voit cette éclosion culturelle, quand on voit aussi l'apport de la femme, qui est le cœur de la silmiya, le cœur de la non-violence. On se rappelle tous quand à Burj Bou'ararij, ils ont voulu vider la rue, ils se sont attaqués à nos sœurs. À Annaba, quand les jeunes se faisaient réprimer par les forces de la répression, c'était les femmes qui s'étaient mises à genoux pour les protéger. À Alger, la même chose. Et la semaine dernière, cette jeune fille avec Salah, oui. Vous avez vu la photo? Une jeune fille qui a eu le bac avec une mention très bien. Avec Lala, parce qu'il y a un policier qui lui a mis un coup de Rangers sur la poitrine. Alors, nous allons voir, je vais vous interrompre, on va voir une image de brutalité policière contre une étudiante. C'était le 23, avant-hier. Oh oui. Et puis, je vous rends la parole, Saïd Aknin. Regardez bien. Vous avez vu? Voilà. Un coup de rangers. Voilà. Voilà. Voilà, Saïd, une étudiante qui a reçu un coup de rangers d'un policier. Je ne sais pas comment, dans un avenir proche, parce que quelle que soit la longueur de la nuit, elle finira toujours par les aubes. Le peuple algérien, il va se libérer, il est déterminé à le faire, il a l'istiqlal. Il est l'istiqlal dans sa perspective et rien ne va l'arrêter. Quant à la silmiya, c'est une dynamique positive, des émergences et des créations des domaines du possible. Les émergences des idées, les émergences de nouveaux potentiels, de nouveaux paradigmes. Le peuple algérien est en train de créer. L'impasse du régime n'est pas l'impasse du peuple. Le peuple algérien est en train de débattre, est en train de discuter, est en train d'échanger. Et pour demain ? Est en train de lutter, est en train de résister. Comme la dernière fois, j'ai souri en disant tous les jours aujourd'hui en Algérie, c'est des jours de sourire, de printemps. Et demain ? Le printemps, salut. Demain, le peuple algérien, il va sortir. C'est une évidence. Il va sortir dans beaucoup de wilayas, dans la joie, dans la silmiya, dans la bonne humeur, dans l'esprit de notre révolution, aussi parce qu'il s'est réapproprié l'espace public, il s'est réapproprié la figure historique. Aujourd'hui, je crois, on est le 26. Le 25 aujourd'hui. Le 25. Le 24 fut T'mim al-Mahrouqat. Puisqu'on parlait tout à l'heure, T'mim al-Mahrouqat. هضروا عليها هما. ما كاش T'mim al-Mahrouqat, Jamal. Mafiawiyat al-Mahrouqat. Parce que si réellement il y avait la nationalisation des hydrocarbures, aujourd'hui il n'y aurait pas plus de 70% du peuple algérien sous le seuil de la pauvreté. Il n'y aurait pas 2000 familles qui détiennent 95% de la richesse nationale. Il n'y aurait pas ça. Et il n'y aurait pas autant de jeunes chômeurs, autant de retraités chômeurs. Il n'y aurait pas tout ça. C'est pour cette raison. La solution aujourd'hui, c'est la silmiya, le hirak. Le hirak, il va mener l'Algérie au bon port, il va la mener vers l'espoir, il va la mener vers... Et vous pensez qu'il va y avoir une même adhésion demain que la dernière fois et que l'année passée, que 2019 ? Au-delà,
au-delà du quantitatif. Au-delà mais c'est important. J'arrive. Hein. Au-delà de l'aspect numérique. Aujourd'hui, il y a une certitude. C'est que la quasi-majorité du peuple algérien est en insurrection des consciences contre ce régime. Oui, mais vous savez que face à ce régime, lui, ce qu'il craint, c'est une sortie massive du peuple algérien le vendredi et le mardi. Il faut dire les choses, Saïd, telles qu'elles sont. Il y a eu le Covid. Il y a eu Ramadan. Il y a eu la chaleur. Il y a eu le froid. Il y a eu la répression, les arrestations, la terrorisation, la dadohisation. Il y avait tout. Et le peuple algérien, il est dans la rue. Moi, je suis un enfant du peuple. Donc, le peuple algérien, demain, il va y avoir un tsunami humain. Partout, vous pensez que ça va être partout? Est-ce que vous pensez que ça va être partout dans le pays? Ou les habituels... moi, j'essaie de parler franchement. Ou les habituelles régions qui sortent le plus. La dernière fois, j'ai donné le chiffre de 40 wilayas. Oui. Il y aura au minimum 40 wilayas en Algérie et ils vont sortir. Demain. Demain. Quel bel optimisme. Aziz Mouatz, au sujet du Hirak, d'après vous, quelle perspective, comment va-t-il se comporter, si je peux utiliser ce verbe, comment va-t-il évoluer, est-ce qu'il va se massifier, est-ce qu'il va se généraliser à des régions qui jusque-là restent assez frileuses, assez hésitantes? Le Hirak, pour moi, il est immortel. C'est quelque chose qui s'est ancré dans la conscience populaire. Ce n'est pas la peine d'essayer. Vous mettrez tous les moyens de répression possibles et imaginables. Le Hirak va peut-être s'arrêter une demi-journée, une demi-heure, une minute, mais il ne va jamais s'arrêter dans le cœur du peuple algérien. C'est définitivement acquis. C'est un gène que nous avons acquis. Tous les Algériens sont maintenant pour le Hirak. Maintenant, il y a le problème de l'organisation. Moi, je crois que les chapelles qui essayent de demander au Hirak de s'organiser, de se structurer, je ne comprends pas qu'est-ce qu'on veut en faire. Est-ce que vous trouvez qu'il n'est pas suffisamment structuré quand des gens viennent d'Adrar, quand des gens viennent de Béchar, quand des gens viennent de Ouargla, quand des gens viennent de Tlemcen, d'Alger pour se retrouver à Kharrata? Est-ce que vous pensez qu'il n'est pas structuré? Il a une formidable structuration, il y a une force en lui qui le pousse vers cette manifestation et il sera indéfiniment un Hirak Silmiya, c'est-à-dire un Hirak, une action de paix, une action contre la violence, même si on lui fait subir des violences. Jamais le Hirak, il a compris parfaitement qu'est-ce qui est attendu de lui, c'est-à-dire qu'il faut qu'il continue à manifester de la paix, d'autant plus que, franchement, on n'a rien fait pour réduire la souffrance des gens. On n'a rien fait pour réduire la misère de beaucoup de gens de ce peuple. Et donc, il n'y a aucune raison pour que le Hirak s'arrête. La seule solution, ça serait de permettre à une expression démocratique de s'exprimer et de prendre les rênes du pouvoir sans jamais remettre en cause les acquis de la nation. Parce que l'armée nationale populaire, c'est la colonne vertébrale du pays et de la nation. Elle n'est pas remise en cause. Certains de ces dirigeants ont fauté, il faut qu'ils payent. Et je rappelle que certains sont déjà en prison pendant que d'autres ont été mis à l'écart. Je pense que l'armée a les capacités intellectuelles et morales pour continuer à faire son travail de l'intérieur, à nettoyer ses écuries. Elle le fera sans aucun doute parce que c'est la seule solution pour ce pays. Et encore une fois, il faudrait que les détenus d'opinion, à leur tête, à l'Irdéri, soient relâchés le plus rapidement possible. Leur place est dans la rue, dans la révolution et dans la construction de l'Algérie nouvelle. Aziz Mouatz, avant de vous libérer, est-ce que vous ne pensez pas que votre affirmation de l'ANP, la colonne vertébrale du pays, une affirmation qui est très largement relayée, est-ce que vous ne pensez pas qu'elle est contradictoire avec Madaniya Machi Askaria? Non, l'armée est indispensable. C'est parce qu'on n'avait pas une armée, mais qu'on a fait appel aux Turcs en 1540 et qu'on s'est laissé entraîner par une guerre de colonisation par les Français. Un État sans armée, même la Suisse, qui est un pays neutre, ils ont une armée.
Oui, mais dans ce cas, l'armée serait la colonne vertébrale de toutes les nations du monde, ce qui n'est pas le cas. On n'a jamais entendu ça en France, en Allemagne, en Suisse. Ah ben non, détrompez-vous. L'armée américaine, c'est elle qui dirige l'État américain. L'armée française, c'est elle qui dirige l'état-major. C'est elle qui gère le palais de l'Élysée. C'est elle qui demande au président Macron de se déplacer ou de ne pas se déplacer. C'est pas vrai, non. Les armées dans tous les pays du monde sont la colonne vertébrale d'un État. Je vous laisse la responsabilité de ce que vous venez de dire, Aziz Mouad. Je vous remercie d'avoir participé avec nous à cette émission. Nordin Aoussat, c'est le dernier tour de micro. Oui, allez-y. Très rapidement, colonne verte. D'abord, l'armée qui commande Macron. Quelle, je dirais, tromperie. Vous m'excuserez, monsieur, ça fait 35 ans, je vis en France depuis 35 ans. Il a suffi que le chef d'état-major de l'armée rouspète sur le budget qui a été alloué. Il a juste fait sortir la voix de dire « je ne suis pas d'accord ». Il a été supplié, pas supplié, il s'est prié de remettre sa démission. Ouais. Il a remis sa démission avant même que le mois de la présidence ne soit écoulé. C'est-à-dire dès son arrivée. Non, je regrette, monsieur, ça fait déjà depuis, je dirais, depuis belle lurette, ça fait des décennies que l'armée ne commande pas en France. En Amérique, pareil, même si c'est l'État, ce sont des institutions. Et c'est pour cette raison que je reviens au dernier mot. L'armée n'est pas la colonne vertébrale du pays. Elle n'est pas la colonne vertébrale du pays. Elle est la colonne vertébrale du système politique. Et sa moelle épinière, parce que dans toute colonne vertébrale, pour qu'elle soit viable, il faut qu'il y ait une moelle épinière. Et sa moelle épinière, c'est le DRS, c'est la police politique. Et ça, on n'en veut pas. Le Hirak, ça a été le catalyseur d'une demande populaire qui remonte au 20 août 58. C'est que le civil, le peuple reprennent le dessus sur le pays. Je ferme la parenthèse, on n'en parle plus. Ça y est, on a marre de l'armée. On l'aime, notre armée, on l'aime, mais on l'aime en dehors du champ politique. Voilà, point final. Sinon, pour le Hirak, si jamais. D'abord, oui, je vous en prie. Allez-y. Voilà, moi, je demande à mes compatriotes, Khouatati, Khouti, Barakallahu fikoum, qui تخرجوا كمامة. Voilà. Il faut تبعدوا شوية على بعضكم, à moins que les gens soient de la même famille et qu'on porte des masques. C'est une protection. باش الناس رانا مدينة متل هنا في فرنسا العام الماضي pendant que الشعب تاع فرنسا يكسر الجزائريين كانوا في سلمية في حضارية في هدوء بالملايين في الشوارع. ضربتوا المثل للعالم كله. زيدوا غدوة إن شاء الله أضربوا المثل. Voilà. Vous pensez que je vous remercie, merci beaucoup, Nordin Aoussat, parce que le Hirak, vous savez que on a besoin du Hirak. S'il n'y a pas de retour du Hirak, le pays risque la mort. Pour dire les choses simplement. Absolument. Mais le Hirak doit protéger les Algériens. Absolument. Il doit les protéger de ce fléau. Et si demain il y a une recrudescence, le régime il va jubiler. Il va dire vous vouliez sortir, voilà, c'est bien fait. Je vous ai dit de ne pas sortir, on va me rober comme les. Donc il faut que nous portions le masque. Inch'Allah. Mais sinon, vous pensez que demain ça va reprendre avec la même intensité que 2019, que le vendredi passé? Je dirais que c'est mon souhait, c'est mon désir. هذه الأمنية تاعي. علاش؟ لأنه après Allah subhanahu wa ta'ala رحمة ربي ياك الحراك اللي بقى للجزائر. Ah oui. مثال, juste un exemple, Jamal Din, juste un exemple, يا عجبا يا ناس. Le communiqué de dimanche de l'Assemblée, comme le Sénat. باش تشوف مازال يضحكوا على الشعب وهما في الحق يضحكوا على tu as lu le communiqué qu'a fait le journaliste Belhimer, la manière dont ça a été annoncé le dimanche. Le secrétariat du Sénat il dit mercredi ستعقد يوم الأربعاء جلسة لترسيم السيد صالح قوجيل في رئاسة l'Assemblée nationale. À l'avance. À l'avance.
il donne les résultats à l'avance. On en est où? Il y a même un membre qui a dit, bon, à partir du moment où ils ont dit que c'est M. Gougil, je ne me suis même pas présenté. On en est encore là à annoncer une victoire dans une pseudo-élection qui va avoir lieu 3 jours ou 4 jours plus tard. Voilà. Donc Saïd Aknin, vous avez pour le coup le mot de la fin. Vous savez, je viens de partager une publication de Tajaddit. Le poète de la Révolution. Moi, je l'appelle le Silmiosophe. Ouais. Le Silmiosophe. Il vient d'écrire Radan al-Kamamat, Hirakuna Wai. Radan al-Kamamat, demain, on met des masques, la distanciation sociale. Et notre Irak est la conscience. Quand j'entends, il est vrai que le régime va essayer encore une fois de se recycler. Il est vrai qu'ils vont essayer d'utiliser les mêmes méthodes, à savoir capter les aspirations du peuple, les détourner, les dévitaliser et les pervertir vers la fin. Ça ressemblerait un peu à ce qui a été fait dans les années 90, associé à ce qui a été fait en 1976. Il est vrai qu'ils vont danser à toutes les danses, qu'ils vont nous organiser d'autres mascarades, qu'ils vont nous organiser d'autres kermesses, un folklore, des erdas, et qu'ils vont trouver quelques éléments, quelques ventriloques, quelques-uns qu'ils vont acheter, d'autres pour lesquels ils vont essayer d'une façon artificielle, ils vont leur construire des parcours, une renommée, des qualificatifs, des adjectifs, hirakistes, ainsi de suite. Le peuple algérien, il n'est pas dupe. Le peuple algérien, il a tout compris. Il a disqualifié le 12 décembre. Il a disqualifié le 1er novembre. Il a disqualifié le 22 février 2019 le système en entier. Aujourd'hui, le peuple algérien, il est dans une dynamique horizontale de création. Il est dans une dynamique horizontale de construction des printemps pour l'Algérie. Le peuple algérien, il est dans une certaine forme de sérénité, malgré que c'est pas facile, malgré que c'est dur, malgré qu'il y a des arrestations. Mais le peuple algérien, il a le sourire, il a la sérénité, et c'est le pouvoir qui panique. Alors, Ils ont peur. dans les messages que nous envoient, je n'ai pas pu malheureusement en lire quelques-uns. Sur ma page Facebook, les gens commentent ce que vous dites et posent même des questions. Je suis désolé. La prochaine fois, nous passerons plusieurs questions. Mais essayez, s'il vous plaît, de faire des questions courtes pour que je puisse les poser à nos invités. Mais il y en a un qui a attiré mon attention, Saïd Aknin, Sultana Khalfaoui. Bonsoir, Monsieur Bichenou. Je suis vos émissions avec beaucoup d'intérêt. Vos invités sont formidables. Et s'il vous plaît, transmettez toute mon admiration à Saïd Aknin, cet enfant du peuple, digne, honnête et modeste. Merci beaucoup, Jamil. Merci, merci. Elle me fait pleurer, la dame. Bon. Ça fait vraiment plaisir. Demain, nous souhaitons de tout cœur que vous serez des millions à demain porter la voix de l'Algérie libre, de l'Algérie qui aspire à la dignité. Chacun est libre en son âme et conscience, mais à tous ceux qui vont sortir demain, n'oubliez pas de porter le masque pour vous protéger et pour protéger ceux qui, à vos côtés, risquent d'être contaminés. Et essayez de garder une distanciation sociale, une distanciation sanitaire. Khawa la khair, b'slama.